Effectivement, avec nous, Nicolas Bay. Bonjour, Monsieur Bay. Bonjour. Par la voix de votre présidente, Marine Le Pen, le Rassemblement national, votre mouvement, a un nouvel angle d'attaque contre la politique du gouvernement. On en parlait à l'instant dans le journal. Ce sont les tensions survenues dans plusieurs quartiers, notamment de la région parisienne. Pour vous, c'est le gouvernement qui en est responsable. Pourquoi ? Il a indéniablement une part de responsabilité dans le laxisme qui fait que les délinquants et parfois les criminels peuvent s'aiguiller librement dans notre pays. Je crois que cette crise sanitaire, elle révèle l'état de notre pays dans différents aspects. On a vu une vraie faillite de la gouvernance de notre pays, on a vu une vraie faillite du modèle économique mondialiste qui nous place en situation de dépendance totale, notamment sur le plan industriel, y compris pour fabriquer des masques en papier. Et c'est évidemment la faillite de ce vivre ensemble qu'on nous a beaucoup vendu et dont on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'existe pas du tout. La France vit un confinement à deux vitesses. Il y a des endroits où les Français respectent scrupuleusement les règles et puis des endroits où, d'une manière générale, la loi est pas ou mal respectée. Et c'est également le cas en période de confinement. Et ce déluge de violence, il est inacceptable. De quel laxisme parlez-vous, Nicolas Bay ? Les policiers doivent-ils arrêter de veiller au respect du confinement dans l'ensemble du territoire et se concentrer sur certains quartiers ? Que feriez-vous à la place du gouvernement aujourd'hui ? Non, mais c'est évidemment le problème d'une police qui est sous-équipée, en sous-effectif et qui évidemment a toutes les peines du monde à honorer l'ensemble de ses missions. Et nos policiers sont tétanisés, ils sont paralysés. On l'a vu à Villeneuve-la-Garenne. Ils ont la hantise de la bavure. Ils n'osent pas agir contre des voyous qui sont extrêmement violents. Et on nous présente comme un martyr quelqu'un qui a été 14 fois condamné, qui était sous contrôle judiciaire parce qu'il avait proféré récemment des menaces de mort avec un hachoir. Et donc, il faut sortir du laxisme. Or, le signal qui a été envoyé par le gouvernement ces derniers jours, par Mme Belloubet, ministre de la Justice, eh bien, c'est un signal d'impunité totale. Des milliers de personnes ont été libérées des prisons en raison de la crise sanitaire, mais évidemment, c'est pour les délinquants, pour les criminels, pour les délinquants en puissance, eh bien, un signal qui a été reçu 5 sur 5. Un signal ou une certitude ? Vous savez de source sûre, Monsieur Bay, au Rassemblement national, que ce sont ces détenus qui ont été libérés parce qu'il y a une pression très forte aujourd'hui. Vous le savez, dans les prisons, certains surveillants les dénoncent. Il n'y a plus de parloir, par exemple. Donc, il y a eu une baisse de la pression à travers la libération anticipée. Vous savez donc que ce sont ces détenus libérés qui sont à l'origine des violences ? Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement que pour les délinquants, c'est un signal d'impunité. C'est un signal de laxisme. Et quand vous avez environ 10 000 personnes qui soit n'ont pas été incarcérées alors qu'elles auraient dû l'être, soit ont été libérées, eh bien, c'est évidemment reçu 5 sur 5 dans certaines cités où déjà les lois de la République ne s'appliquent pas, qui sont déjà des zones de non-droit, où la France est constamment bafouée, méprisée, insultée. Le confinement est mis en place depuis plus de 5 semaines. Maintenant, il y a des incidents, c'est indiscutable. Est-ce que l'on peut dire, comme Marine Le Pen, que l'on assiste à une guérilla urbaine en France, à des scènes de guérilla urbaine dans toute la France ? C'est ce qu'elle dit notamment sur les réseaux sociaux, Nicolas Bay. Est-ce que ce n'est pas un petit peu excessif ? Elle dit qu'il y a un certain nombre de quartiers. Oui. Et c'est bien le cas. Et vous savez, il y a encore quelques mois, le ministre de l'Intérieur lui-même reconnaissait qu'il y avait des quartiers entiers où les lois de la République ne s'appliquaient pas. Et c'est une réalité aujourd'hui. On voit bien que dans ces quartiers-là, on ne respecte pas le confinement. Dans ces quartiers-là, on agresse les policiers, on agresse les pompiers, on agresse les personnels. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre les personnes en garde à vue ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Remplir davantage les prisons ? Qu'est-ce que vous préconisez de ce fait ? Il faut faire preuve d'une fermeté absolue. Or, aujourd'hui, pourquoi les policiers ont toutes les peines du monde à agir ? Parce qu'ils ne sont pas soutenus par le discours médiatique dominant, ils ne sont pas soutenus par le gouvernement qui les accablera si jamais on nous dit qu'il y a une bavure quelconque. Et enfin, ils ne sont pas soutenus par la justice qui fait preuve de laxisme. Donc il faut rétablir la chaîne de la sanction et il ne faut pas prétexter qu'il y a la crise sanitaire pour ne plus sanctionner lourdement ceux qui commettent des actions violentes ou des actes délictuels en France. Vous rangez dans... Pardon, excusez-moi, vous rangez dans cette catégorie de personnes laxistes, je reprends vos mots, le préfet Didier Lallement, le préfet de police de Paris, qui lui, au contraire, est plutôt accusé d'être trop ferme, voire de faire preuve de brutalité dans certaines circonstances. Le préfet de police, M. Lallement, il fait preuve de brutalité et même d'agressivité verbale à l'égard des Français confinés et des automobilistes, à l'égard des gilets jaunes, mais par contre, à l'égard des racailles et des voyous dans les cités, on n'entend pas beaucoup et il n'agit pas beaucoup. Donc il ferait bien de se concentrer sur la vraie délinquance plutôt que de se comporter en cow-boy à l'égard des Français qui respectent pourtant très scrupuleusement le confinement pour l'immense majorité d'entre eux.
Alors, le gouvernement dévoile peu à peu son plan pour le déconfinement. On en sait un peu plus sur le rythme qui va commencer à partir du 11 mai, notamment dans le retour, pour les retours à l'école. Est-ce que vous comprenez que cela prenne du temps? Le Conseil des ministres va y être consacré ce matin à organiser une remise en marche du pays, en quelque sorte. Oui, bien sûr que ce déconfinement, il est complexe à organiser, c'est indéniable, mais avant de savoir quelles sont les classes qui vont rentrer ou non le 11 mai, la question est d'une manière générale l'ensemble des activités, à quel moment les activités économiques en particulier vont pouvoir reprendre, parce que la situation de beaucoup de nos compatriotes, elle est très critique, voire dramatique aujourd'hui sur le plan économique et social. La question, c'est le gouvernement doit d'abord répondre aux grandes questions que tous les Français se posent, qui sont le préalable en quelque sorte à ce déconfinement. Quand est-ce qu'on aura des tests en quantité suffisante? Quand est-ce qu'on aura des masques en quantité suffisante, pas seulement pour le personnel soignant, mais également pour les transports, pour les écoles. Or, le gouvernement, aujourd'hui, ne répond pas à ces questions. Il surcommunique sur un certain nombre d'aspects liés au déconfinement, mais sur les grands sujets de préoccupation des Français, on ne l'entend pas, pour une raison d'ailleurs. Il y a eu quelques réponses. Lui-même ne semble pas savoir exactement à partir de quand la France disposera enfin de masques en quantité suffisante. Prenez l'exemple de l'Autriche. L'Autriche organise depuis déjà plusieurs jours son déconfinement, parce qu'elle a été le premier pays en Europe à contrôler, à fermer même ses frontières avec l'Italie, avec la France, avec l'Espagne, ses frontières aériennes. Ensuite, elle est capable de fournir des masques à toute sa population. On peut acheter dans les supermarchés en Autriche des masques. Aujourd'hui, en France, elle n'a pas 67 millions d'habitants, vous l'admettez, monsieur Nicolas Bay? Il y a 67 millions d'habitants en France, n'est peut-être pas la même proportion. Oui, c'est pas parce que la France est plus peuplée qu'elle serait dans une situation plus difficile. Au contraire, on a normalement des moyens plus importants, y compris de peser sur la scène internationale. Le gouvernement a reconnu à plusieurs reprises qu'il y avait eu des manquements dans le passé dans la gestion des masques. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que depuis, il n'a pas corrigé le tir lorsque Olivier Véran, d'autres ministres annoncent que des centaines de millions de masques ont été commandés? Vous ne lui faites pas confiance? Vous ne constatez pas cela sur le terrain? Non, moi, je ne fais pas confiance a priori à ce que dit le gouvernement. J'entends les arguments qu'il développe, mais aujourd'hui, les masques, ils ne sont pas arrivés. C'est une réalité. On nous dit qu'ils seront prêts bientôt. On voudrait avoir la date. Savoir si à partir du 11 mai, puisque c'est la date qui a été annoncée par Emmanuel Macron, on sera en capacité de protéger sur le plan sanitaire les Français, ceux qui prennent les transports, ceux qui vont travailler. Ils seront obligatoires dans les transports en commun, par exemple. C'est à ça que va répondre le gouvernement. Ils seront obligatoires dans les transports en commun. Cela vous paraît aller dans le bon sens? Oui, bien sûr, mais encore une fois, est-ce qu'on sera en capacité de confiner? Est-ce que ces masques sont disponibles? Et la question se posera également pour les médicaments dans la durée, parce qu'on a bien vu qu'on était en situation de grande vulnérabilité, on est en situation de dépendance, ce qui est d'ailleurs un peu humiliant. On est dépendant à l'égard de la Chine, qui est à l'origine de ce virus, pour obtenir de simples masques en papier, parce qu'on n'a plus de capacité industrielle, donc il va falloir avoir une réflexion de fond. On nous disait par exemple que les frontières, ça servait à rien. On s'aperçoit que maintenant que les frontières sont fermées à cause du coronavirus, eh bien, les trafics de drogue se sont totalement effondrés et l'immigration illégale a baissé de 90%. Donc ça méritera un vrai débat après la crise sanitaire. Il faudra les maintenir fermés. Il faudra les maintenir fermés et contrôlés dans l'espace Schengen. Vous êtes député européen, je le rappelle. Quelle est votre préconisation pour la suite? Il faudra avoir une capacité à contrôler nos frontières pour la suite. Pas forcément il ne s'agit pas de les fermer, il s'agit d'être capable de contrôler nos frontières extérieures qui aujourd'hui sont de véritables passoires et aussi de faire des contrôles aléatoires, comme c'était le cas autrefois, sur nos frontières nationales pour que l'Europe ne soit pas un vaste terrain de jeu avec une libre circulation totale qui nous place en situation de vulnérabilité pour la délinquance, pour la criminalité, pour les trafics. Et on l'a vu aussi sur le plan sanitaire, parce que, encore une fois, les pays qui ont su s'affranchir des dictats de Bruxelles et qui ont protégé leurs frontières tôt sont ceux qui s'en sortent mieux et qui déconfinent le plus tôt. Vous pensez donc, si je vous suis bien, que si la crise du coronavirus est plus importante en France, c'est parce que les frontières sont plus ouvertes que dans d'autres pays? C'est ce que vous nous dites ce matin? C'est un des éléments, incontestablement. Le fait de contrôler la frontière n'est pas une solution miracle, mais le fait de freiner la libre circulation des personnes est un moyen de freiner la libre circulation du virus. Et quand l'Autriche fermait ses frontières, au même moment, Emmanuel Macron nous expliquait que le virus n'avait pas de passeport. Il oubliait simplement que ceux qui portent le virus, en revanche, eux, ils ont un passeport, ou d'ailleurs, même quand ils n'en ont pas, ils peuvent quand même souvent venir en France. Donc, ce genre de formule à l'emporte-pièce s'est révélé totalement irresponsable. Et donc, il y aura quand même à un moment donné la nécessité de faire l'inventaire des politiques qui ont été
été menées par Emmanuel Macron, mais également, il faut bien le dire, par ses prédécesseurs. Un État suradministré avec des agences qui s'enchevêtrent en termes de compétences, qui se cumulent, mais qui ne prévoient pas et ne préviennent pas. Un État qui a privilégié un modèle de libre-échange total, qui a désindustrialisé la France et qui aujourd'hui fait qu'on n'est pas capable de produire des masques, pas capable de produire des tests, pas capable de produire des respirateurs. Eh bien, il faut sortir de ce schéma-là, être capable de protéger notre industrie, protéger notre économie. On voit que des pays qui savent mieux le faire que nous, je pense à l'Allemagne. Puisque vous parlez des autres pays, est-ce que sur le plan européen au moins, vous êtes député européen, on le rappelle, vous êtes satisfait de la réponse coordonnée qui a été faite jusqu'à présent, 540 milliards d'euros, on le rappelle, mis sur la table. Est-ce que l'Europe, c'est le bon échelon pour répondre à une crise majeure aujourd'hui ? On nous avait toujours dit ça. On nous a toujours dit c'est à l'échelle européenne qu'on peut agir en cas de crise majeure. On est face à une crise majeure. L'Union européenne, les institutions européennes n'ont rien anticipé alors qu'elles avaient des outils pour ça, notamment le Centre de prévention des maladies qui a sonné l'alerte, qui a fait des recommandations. Il n'a pas été suivi par la Commission européenne et il n'a pas été suivi par les États membres. Ensuite, l'Union européenne n'a pas été capable, les institutions européennes n'ont pas coordonné l'action des États du tout. Aujourd'hui, ils essaient de se rattraper avec, en effet, cette enveloppe de 540 milliards. C'est une somme très importante, c'est vrai, mais rapportée à l'échelle du continent, sur 27 pays, en réalité, c'est pas une somme très importante. Et puis, n'oublions pas que c'est pas l'argent de l'Europe, en réalité. C'est l'argent des États. Mais si on vous entend bien, Nicolas Bay, vous reprochez à l'Europe de ne pas avoir été assez allante, de ne pas avoir assez imposé des choses au gouvernement respectif des pays. Or, en général, vous dites plutôt l'inverse. Vous dites que l'Europe impose trop de choses. Donc là, on note peut-être un petit paradoxe. C'est pas ça. Elle aurait pu avoir un rôle utile de coordination, de coopération entre les nations. Elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu faire des recommandations sur le plan sanitaire. Elle disposait de toutes les informations pour ça. Elle ne l'a pas fait. Elle a même dissuadé les pays de procéder à des contrôles ou à des fermetures de frontières, alors que ça s'est révélé a posteriori quelque chose qui aurait pu être efficace. Mais encore une fois, les 540 milliards qu'on évoque, il s'agit en réalité de création monétaire pour l'essentiel, qui va être faite à l'échelle européenne, mais le fait que ce soit fait à l'échelle européenne ne change rien, ça aurait très bien pu être fait à l'échelle nationale si on était sur un autre schéma d'organisation. Donc en réalité, c'est de l'argent du contribuable français, c'est la contribution des États membres qui transite par l'Europe et qui va revenir en France. C'est de ça dont il s'agit, comme d'ailleurs d'une manière générale tous les fonds européens.